Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce troisième webinaire de la saison. Il y en aura d'autres à la rentrée qui sont déjà au programme, et d'ailleurs un sur les plateformes utiles pour SAP, et notamment pour la migration vers S/4HANA, et aussi un autre webinaire sur l'environnement multi-cloud, qui était d'ailleurs le sujet du premier webinaire. Commençons dès maintenant par le webinaire qui nous intéresse du jour sur l'intelligence artificielle. Pourquoi utiliser des technologies ouvertes et en quoi les solutions, on va le voir par la suite, de cloud computing sont souvent indispensables pour tout projet d'intelligence artificielle. On va voir quel type de cloud computing. J'ai autour de moi trois speakers. Trois speakers. Donc, tout d'abord, François Baranger à ma droite, CTO Systems France. Bonjour. Et Guillaume Enfroy, donc Deal Solution Manager, architecte cloud, qui va aussi prendre la parole. Bonjour. Puis Max Goul, Squad Leader Digital Science and Engineering, qui est notre collègue allemand. Hello and bonjour. Thank you, Max. Et comme vous l'imaginez, Max ne fera pas sa présentation en allemand, mais en anglais. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en français, en anglais, peu importe, on fera la traduction. Et la partie de Max ne sera pas la plus longue. On a voulu quand même rester sur un format le plus possible en langue française. On utilise la plateforme Zoom pour ce webinaire, donc vous la connaissez très certainement. Vous avez la possibilité, pendant tout webinaire, de poser vos questions. Vous avez un outil, un chat, vous pouvez poser vos questions d'ordre technique ou surtout sur le sujet. On y répondra soit au fur et à mesure, soit à la fin. On a prévu environ 15 minutes de questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au cours du webinaire ou à la fin. Et on a aussi quelques sondages qu'on a prévus pour mieux vous connaître et puis surtout, ça soit interactif. Donc, à l'agenda, ce webinaire va se décomposer en 3 parties. Le premier, on va parler de façon assez large avec François de l'intelligence artificielle, de quoi parle-t-on, quels sont les usages. Et on va démarrer par un très beau cas client, cas d'usage de la Deutsche Bahn, qui utilise l'intelligence artificielle, mais j'en dis pas plus, je laisse François rentrer un peu plus dans le détail. Puis, on abordera avec Guillaume, puis Max Goul, pourquoi le cloud computing et les technologies ouvertes sont indissociables de tout projet d'intelligence artificielle. On essaiera de comprendre pourquoi et on en débattra. Et enfin, on présentera les fonctionnalités d'une application d'intelligence artificielle et on a une petite démo de 2 minutes que Guillaume vous commentera. Je laisse tout de suite la parole à François. Merci Christophe. Donc effectivement, on va essayer d'introduire le sujet autour de l'IA, des entreprises et de l'Europe et de l'importance de l'intelligence artificielle. Alors avant toute chose, les précautions d'usage. Donc on va faire beaucoup de raccourcis pour bien sûr s'adapter à notre timing aujourd'hui. Donc vous êtes certainement pour certains d'entre vous très spécialisés aujourd'hui dans le domaine de l'IA. Donc il y aura certainement bien sûr des redites par rapport à ce que vous connaissez déjà, mais voilà, c'est important d'introduire le sujet. Donc avant toute chose, on aurait dû d'ailleurs commencer, je pense, par mettre le mot intelligence artificielle au pluriel. Je préfère parler d'intelligence artificielle, voilà, avec des S partout, autant puisqu'il y a autant à la fois de typologies d'algorithmie, de cas d'usage, de méthodes qui se cachent derrière et de manière de traiter le sujet qu'il peut y avoir de domaines comme on va le voir. Donc quelques images et illustrations pour montrer combien l'intelligence ou les intelligences artificielles ont déjà envahi notre quotidien. Alors je ne parle même pas des assistants vocaux sur les téléphones que nous avons tous ou à la maison, mais ça peut être aussi en ce temps de déconfinement, tout simplement dans l'usage des transports en commun, on va pouvoir retrouver bien sûr des applications
d'analyse et de prédiction de trafic qui vont permettre de gérer l'ensemble des horaires et des affichages d'horaires, le tout en temps réel évidemment, en prenant en compte dans la prédiction un certain nombre d'événements corollaires comme la météo et d'autres voilà, qu'on retrouve dans beaucoup d'applications d'intelligence artificielle aussi sur le fait de pouvoir mieux qu'un humain s'inscrire dans une perspective, on va dire, spatio-temporelle globale qui prenne à la fois en compte tous les éléments présents, les éléments passés et c'est dans différentes dimensions. L'autre élément pour l'anecdote, et c'est sans doute ce qu'évoquait Christophe, c'est qu'effectivement, on est engagé avec les chemins de fer allemands dans un projet qui consiste à faire d'utiliser l'intelligence artificielle et de faire de la maintenance prédictive sur les pantographes de l'ensemble des locomotives de la Deutsche Bahn. Le pantographe étant l'élément indispensable qui fait le lien entre l'alimentation électrique et la motrice et qui est un élément fondamental pour éviter les pannes et la désorganisation du réseau. Voilà, à l'autre extrémité de la chaîne, je dirais de l'IA, on retrouve tout ce qui va se développer autour de la notion d'artificial art, donc l'art artificiel qui utilise les techniques de l'intelligence artificielle pour développer, vous avez dû voir des exemples dans la presse de tableaux peints entre guillemets par Microsoft ou par d'autres acteurs. Voilà, donc il y a aussi des artistes qui utilisent l'ensemble de ces outils et technologies pour produire des œuvres d'art entre guillemets nouvelles. Voilà. Donc aujourd'hui, si on regarde l'IA dans le monde de l'entreprise, en fait, donc on va retrouver beaucoup de techniques différentes, beaucoup de sous-domaines dans l'IA, mais si avant de parler de ces domaines et sous-domaines, je dirais l'intérêt c'est de voir finalement à quoi ça sert concrètement pour l'entreprise, pour ses clients, pour ses métiers et globalement aussi pour ses employés en ces phases de sortie de Covid et de télétravail qu'on a tous connus. C'est important aussi de voir comment ces technologies peuvent aider à la bonne marche de l'économie. Et on va retrouver parmi les documents, parmi les outils les plus utilisés, évidemment, toute la nouvelle génération de chatbots, typiquement, qui sont donc des assistants que vous allez retrouver maintenant sur énormément de sites web, d'applications mobiles. Ça peut aller de la demande de prêt bancaire jusqu'à l'aide navigationnelle, en passant par des sites de rencontres et voilà, tout usage de la donnée traité, analysé, transformé en information et utilisé de manière algorithmique. Donc c'est vraiment le principe de base. Le tout avec la profondeur d'historique nécessaire et potentiellement aussi l'auto-apprentissage et donc le fait de corriger finalement, enfin d'auto-apprendre à partir des données qui ont été recueillies. D'autres domaines qu'on voit bien sûr apparaître et alors, dans la plupart des cas qui ne sont pas des domaines nouveaux bien sûr, mais qui sont des domaines qui ont franchi des étapes très importantes grâce à l'apport de l'intelligence artificielle. Donc c'est toute l'analyse de la fraude, toute l'analyse comportementale en particulier dans le monde financier, où on peut, du fait des capacités des traitements de l'IA aujourd'hui, avoir des algorithmes qui permettent une analyse beaucoup plus large, à la fois en largeur et en profondeur du comportement. Et puis surtout, donc on va trouver toute la branche d'analyse de données qui consiste à aller retrouver finalement des éléments différenciants ou non prévus dans un ensemble de jeux de données et de pouvoir les repérer plus facilement.
Vous trouvez bien évidemment ce qui commence à se développer aussi beaucoup, tout ce qui est diagnostic, en particulier dans le monde médical, sur la base, entre autres, d'analyse d'images, mais pas que. On commence à voir apparaître des prémices d'analyse émotionnelle sur base de reconnaissance faciale, par exemple, ou dans le cadre, c'est très important aussi, de tout ce qui est reconnaissance du langage naturel et contextualisation du langage naturel. Donc pour donner finalement, pour essayer de trouver quelle était l'émotion de la personne au moment où les paroles ont été prononcées, ou le contexte de la phrase écrite dans un document écrit. Voilà, on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Bien sûr, la robotique, qui est un élément fondamental aussi dans l'industrie, et la capacité d'autonomisation des robots, lié aussi, alors c'est un autre élément qui amène ces technologies, lié aussi bien sûr à la 5G qui arrive et qui va permettre un essor considérable des transferts machine to machine. Un élément important aussi, c'est de voir que le monde de l'IA n'est pas que un monde totalement anglo-saxon, ou en tout cas dominé par les États-Unis, même si aujourd'hui ils ont une position forte sur le sujet. Mais vous avez ici une étude comparative qui est d'ailleurs qui date un tout petit peu, qui serait à actualiser. Et je pense que les chiffres seraient encore meilleurs pour les pays européens, où vous voyez apparaître en fait le positionnement des principaux pays par rapport à la rubrique entre guillemets personnelle, donc le nombre d'expertises IA recensées, et en particulier la quantité d'offres à pourvoir dans le domaine de l'IA, donc tout profil confondu. Ça peut être bien sûr l'impact marché, la compétitivité, aussi la présence très importante dans le monde de l'éducation et de la recherche, et puis enfin, d'un point de vue opérationnel technologique, sur la densité de robotisation. Et donc, si vous voyez la position de la France, mais finalement, on est numéro 5 dans ce classement. Mais si on fait la somme de la France, de l'Allemagne, on est déjà dans une position beaucoup plus intéressante. Donc, ça ouvre des perspectives. Donc, tout ça pour dire qu'on est vraiment à l'aube. Si on regarde d'ailleurs sur l'histoire ne serait-ce que de la computing science, finalement, l'IA est apparue, globalement les concepts dans les années 50, mais les applications vraiment opérationnelles dans ces dernières années, et de manière exponentielle, et forcément ça va continuer. Donc juste pour rappel, quelques domaines dans lesquels on va retrouver effectivement l'intelligence artificielle. Donc ça va être toute la partie machine learning, qui est une des plus importantes et utilisées aujourd'hui, que ce soit en apprentissage supervisé ou non supervisé. Donc c'est-à-dire que on travaille à partir d'une collection de données finalement qui sont la base de l'apprentissage, ou qu'il faille, et c'est le cas en particulier d'un robot qui doit appréhender et apprendre son environnement, il acquiert les données au fur et à mesure, et l'apprentissage est non supervisé. Et puis on va trouver beaucoup d'autres, bien sûr je les évoquais, cas d'usage, en particulier donc tout l'aspect NLP, donc traitement du langage naturel. On va retrouver aussi revisiter entre guillemets les systèmes experts tels qu'ils pouvaient exister dans les années 80, mais revisités par l'intelligence artificielle. Et puis, de manière plus pratico-pratique, tout ce qui tourne autour de la vision, en termes de reconnaissance d'image, par exemple, autour de la parole, on l'a évoqué aussi, et puis des applications autour de la robotique. Voilà. Et puis ça s'étend aussi dans des domaines, on va dire presque, alors auxquels on est habitué, mais pour lesquels on ne voit pas forcément se cacher l'intelligence artificielle, autour de tout ce qui va être marketing, moteur de recommandation, moteur de pricing, analyse temps réel du comportement client,
Donc ça va depuis voilà, la personne qui rentre dans le magasin, comment est-elle habillée, qu'est-ce qu'elle porte, vers quoi son regard se tourne-t-il, pour lui faire les meilleures propositions, par exemple, sur son smartphone ou sur une borne en boutique. Donc on peut aller très loin aujourd'hui dans plus l'historique client, l'historique des ventes et ainsi de suite, et en mélangeant tout ça, grâce à l'intelligence artificielle, arriver à faire la bonne proposition. Ça n'est qu'un exemple. Et je laisse Guillaume des technologies ouvertes pour appréhender ces différentes problématiques. Oui, donc merci François. Excuse-moi, j'ai coupé ton micro à la fin, mais tu faisais la transition vers Guillaume, qui effectivement, la question qu'on peut se poser après avoir vu que finalement l'IA est partout, c'est en quoi l'intelligence artificielle et le big data et le HPC sont finalement liés intrinsèquement. Guillaume. Donc merci Christophe, merci François. On peut aller à la slide suivante. Donc, avant d'introduire tout ce qui est lié aux besoins du cloud computing, de l'IA, du big data et du HPC, il nous a paru important de rappeler qu'en fait, l'IA, elle fait partie d'un écosystème. C'est parce qu'on a des données aujourd'hui que l'on sait traiter, et notamment grâce au cloud computing, qu'il y a eu le boom des intelligences artificielles. Donc, ces données, et on le détaillera dans les parties suivantes, servent à la fois pour construire ces modèles que pour tirer de la valeur de ces données afin d'apporter des nouveaux services et de la digitalisation. Donc, cette intelligence d'entreprise, en fait, provient de vos données, qui sont en fait vos assets, et qui, au travers de vos entrepôts de données, bases de données existantes, big data, data lake, vont vous permettre d'apporter de la valeur, que ce soit pour vos métiers, que ce soit pour vos clients. Et de cela, apporter des traitements. Donc voilà, bien prendre en compte, l'IA fait partie d'un écosystème. Et l'IA n'est pas quelque chose qui fonctionne seul. Et c'est important de partir de vos données, de savoir récupérer et utiliser ces données-là pour ensuite pouvoir en faire profiter vos métiers et en tirer des résultats. Et bien sûr, comme tout traitement, il ne faut pas oublier la sécurité, le monitoring, le suivi de la consommation, si par exemple on est dans le cloud computing. Donc voilà, on va aller sur la slide suivante, s'il te plaît Christophe. Donc, petite synthèse rapide pour cette première partie. Qu'est-ce qu'on a vu? L'IA est là aujourd'hui et ça donne de nouvelles valeurs pour vos métiers. Ça vous permet d'offrir de nouveaux services, ça vous permet de bâtir de nouveaux modèles. Il y a également, quand on fait de l'IA, on utilise des algorithmes ou des modèles qui sont différents. Vous avez bien présenté François avant. Et ne pas oublier que l'IA fait partie d'un écosystème. Il y a en entrée des données qui vous permettent de construire de la valeur. Merci Guillaume. Je vais maintenant laisser la parole à Max, en anglais pour 5 minutes environ. Max, donc je te laisse activer ton micro. Et donc la question qu'on se pose, finally, Max, it's up to you. Why is the cloud allows the needed flexibility to any intelligence artificial project? Please, can you explain us what is your view on this subject? Max? For sure. Let's pick up the next picture because you mentioned it quite correctly. So cloud is enabling AI. It's not the other way around. I can explain it to you on a very simple example. This picture, I know it's quite old, but it's actually than never before. As you can see on the right side, this is the let's say usage and capacity demand for normal IT, which is showing the different needs of capacity over an all year. You see a big peak, for example, to Christmas and any special days, where is an increase for web shops or whatever is coming there. But during the rest of the year, there's seeing slowly, let's say in ground consumption that is needing over the whole year. If we are coming to AI, we will switch to the left side and you will see it's looking
very similar to what you have seen on the right. And it's quite simple because in artificial intelligence, you will divide in two different main workloads. So one is the training and one the inference. The inference is just the using of the AI model in the daily life, which is really possible to cover with standard resources and will be able to cover with the resources that you maybe have that are they don't need any specific high demand or high performance. But when it comes to the training, so to bring the AI to a next level and bring new data into the AI and make it more intelligent, it's like ourselves. Anytime if we start to study, we need more to food, we need more to drink. And this is how the AI is working as well. And this phase, you see, you need a lot of bursting capacities. And this is these are simulated here in the left chart as these bigger blocks. So especially during this phase, the AI and the training needs a lot of resources. And as you can see, it needs much more for a very short period of time that you can maybe build up that you don't need over the whole year. So it does make sense to use resources like CPUs, GPUs, as well FPGAs from a public cloud in general to just make use for them during the bursting, during the training phase, and relieve them afterwards into the cloud that you have a very efficient model to train your AI, because you don't have to have the resources over the whole year. It's really just for the peak, for the training phases. What kind of resources are able to use? Christoph, I guess the next slide will show this quite well. We understood ourselves as a provider of all kinds of resources they are necessary in this area. Within the T-Systems, it's the area of digital science and engineering where as well artificial intelligence has been plugged into. And we see even our public cloud as the one-stop shop for exactly all the tasks that are coming up there. As you can see on the left, this circle is divided in a magenta and in the gray part. And the gray part is, let's start with the magenta part, sorry. So the magenta part is showing what the public cloud itself is able to provide. So it's starting from CPUs, GPUs, FPGAs, and there's more coming very soon. So there are ARM chips and special AI chips are coming quite soon in the next month. So NPUs, so neuromorphic chips, are coming. They are really able to accelerate every model that is coming in the future, but you will maybe hear later on in the session a bit more. We know that public cloud isn't able to do anything, and this is where we bring in the gray part, so the right side of the circle, to extend our capacities and resources by external partners. For example, the first one on the right side, a supercomputer that's located here in Germany, in Stuttgart, the Hawk, one of the fastest systems that we have on the world. We are also looking forward to extend during the next year with quantum computing, which also quite accelerating artificial intelligence. And if we are going and look much further into the future, even neuromorphic computing is something that we are looking forward. And as you can see on the right side, it's always in a pay-as-you-go model. So there are no commitment. It's always covering the peak that you have seen on the slide before. And for sure, due to our great focus on the European and German privacy regulations, the trust is already included. And how to make use of it and what are the backgrounds, I guess that's a part of Guillaume's slides that are coming right now. Thank you, Max. I will give the mic to Guillaume. Guillaume, je crois que tu veux nous parler de IA, Space, et notamment, après avoir fait son choix de IaaS, qu'en faire pour son intelligence artificielle. Exactement. Merci, Max. Merci, Christophe. Donc, comme l'a bien précisé mon collègue Max juste avant, le cloud computing est très important pour l'IA. Et il est très important pour la flexibilité, mais il est aussi très important parce qu'il s'agit d'un IaaS spécifique.
l'intelligence artificielle a besoin de capacités hardware qui sont démocratisées et simplifiées grâce au cloud computing. C'est pour ça qu'on parle d'un IaaS spécifique, qui ont tout ce qui a été montré avant, le FPGA qui sont pour des calculs spécifiques, ou les GPU qui sont des cartes graphiques, qui sont extrêmement coûteuses. On parle d'investissements qui sont énormes et qui n'ont plus de sens aujourd'hui pour une entreprise dont le métier n'est pas de l'informatique. Donc, on comprend bien maintenant, on a besoin d'un IaaS spécifique, à minima. Et une fois qu'on a ce IaaS, et ensuite, comment on peut commencer, comment on peut se lancer dans l'IA? En fait, tout simplement, il existe de nombreux modèles qui sont déjà pré-entraînés, qu'on peut trouver librement sur Internet. Et avec ça, en utilisant un IaaS spécifique, comme nous pouvons vous le proposer par exemple, vous serez à même de tester et de voir quelle valeur vous pouvez donner à vos données. Et bien entendu, ces modèles, qui sont des modèles ouverts, vous pouvez ensuite les enrichir, c'est-à-dire on parle de réentraîner son modèle. Voilà, comme était présenté en anglais avant par mon collègue Max. Donc il y a le modèle, et le modèle c'est un modèle qui est entraîné, donc on entraîne son modèle, et après c'est l'inférence, on utilise son modèle. Donc voilà pour le IaaS. Et donc maintenant ce qu'on va voir c'est le PaaS. Donc on connaît tous les services PaaS du cloud computing qui ont rajouté une couche d'abstraction au-dessus du IaaS. Et donc, pour l'intelligence artificielle, ça a été un petit peu dans la même idée que c'est arrivé. C'était fournir des services prêts à l'emploi avec des outils graphiques web directement disponibles. Avec pour intérêt de simplifier l'implémentation, permettre une meilleure visualisation du service que l'on consomme, mais également avoir aussi une visualisation de ses assets. Ce qu'on appelle ces assets, c'est un petit peu la slide dont on avait parlé tout à l'heure, c'est-à-dire vos données. Qu'est-ce qu'on donne en entrée à son IA, qu'est-ce qu'on donne à manger en fait à son IA pour obtenir un résultat. Et donc ce service PaaS, il y en a eu un certain nombre qui ont été développés, et on va vous montrer une démonstration après et développer un peu le sujet. C'est dans l'idée de réduire les besoins d'administration IT et également faire face à la pénurie de ressources de data scientists ou d'experts en intelligence artificielle. Voilà, donc on parle de IaaS, on parle de SaaS, de PaaS, pardon. On aurait pu aussi parler de SaaS. Mais pourquoi alors? Quels sont les avantages entre l'IaaS et le PaaS? On a voulu ici vous donner une liste non exhaustive des différentes et des points d'attention qu'il faut avoir entre ces deux paradigmes. Donc, le PaaS, en comparaison du IaaS, il permet une réduction des délais. Il y a un service qui est déjà là, qui est prêt en fait. Et donc, ça permet de réduire son time to market, donc la mise à disponibilité d'un nouveau service, d'un nouveau besoin de digitalisation qu'on veut implémenter dans son entreprise. Donc, ça permet d'être prêt plus rapidement. Ça permet également de réduire un petit peu le besoin d'expertise. Moins besoin d'experts en IA, moins besoin d'administrateurs IT. Par contre, ça a quelques désavantages par rapport au IaaS. C'est qu'on utilise des modèles préexistants qui ne sont pas forcément complètement adaptés à ces besoins. Et on le verra après, il peut y avoir des erreurs. Et ça pose aussi le problème de la conformité des données. Parce que en fonction du service provider, de l'hyperscaler qui vous fournit un service, PaaS, la problématique, c'est qu'on confie un petit peu ces données. Et même si le service provider ne va pas garder ces données, il va utiliser ces données pour réenrichir ses modèles. Et donc, vous donnez un petit peu votre connaissance, votre savoir-faire, la valeur de votre entreprise à un fournisseur tiers qui pourra la donner en réutilisation à vos concurrents. Donc, il y a un problème légal, il y a aussi un problème de perte de votre savoir-faire. Donc, voilà. Que vous fassiez du IaaS ou du PaaS, on vous recommande de faire attention à utiliser les standards les plus ouverts possibles, comme c'est nommé sur la slide, et d'essayer d'être dans des écosystèmes ouverts. Continuez. Donc, en synthèse pour cette première partie, on a voulu vous montrer l'importance du cloud computing pour l'IA, tant pour les besoins spécifiques du IaaS que de flexibilité. On recommande de faire très attention au verrouillage technologique, de ne pas être enfermé chez un fournisseur qui en plus réutilisera la valeur de vos données, et donc bien comprendre pour ces algorithmes de quelle façon ils sont
interprétables et de quelle façon on peut se expliquer, c'est-à-dire comprendre comment ils fonctionnent et éventuellement comprendre comment on peut les améliorer via du réentraînement. Merci Guillaume. Avant de passer à la démo, on a prévu un tout petit sondage. Je vous laisse 45 secondes pour y répondre. La première question, c'est quels sont les services que vous utilisez aujourd'hui pour vos besoins d'intelligence artificielle? Aucun, on-premise, IaaS, PaaS ou SaaS. Puis, combien de projets de digitalisation avez-vous prévus sur 2020 et 2021? Je vais répondre très rapidement. Donc, c'est seuls les votants, seuls les panélistes ne peuvent pas y répondre. N'essayez pas. Les réponses sont en train d'arriver. Je vous laisse encore 30 secondes. Et mais fin au sondage dans 10 secondes. Donc, tout le monde n'a pas encore répondu. Donc, allez-y, c'est maintenant. OK. Je partage les résultats rapidement. On les commentera très certainement dans un second, dans un prochain email après le webinaire. Mais donc, on voit que les services que vous utilisez aujourd'hui sont bien répartis entre le on-premise, le IaaS, le PaaS et le SaaS, avec une prédominance quand même pour le PaaS. Et on voit qu'il y a des projets de digitalisation, pas pour tout le monde, mais qui sont pas très nombreux d'ailleurs, puisqu'on voit que de 1 à 10, mais donc des projets de, pas de digitalisation, mais d'IA qui sont prévus pour la suite. Donc, je vais maintenant passer à une petite démo. Two different ways of using model arts for developers. The first way is using XML. This is presenting the capability of using predefined solutions like image classification, object detection, and predictive analytics. We will be using object detection in our little demo here. And the second way is providing managed Jupyter notebooks. Jupyter notebooks are completely open source based. It provides the capabilities to customers to use this managed Jupyter notebooks without having to install it themselves. Less flexibility, but very much easier to use is our XML solution. So in our object detection scenario, I created a little demo, but before we can start training, we have to label this data. So you can see that our little friend Anbar is actually labeled before. So we created bunny boxes around each location of Anbar in those pictures. The challenge is now for our AI model, please learn how Anbar looks. And each time you will find Anbar in future in a picture, please give us his location. In the next step, I created an according model for the sake of time. I already did this before, so this takes up to 10 minutes using GPU data on these 5 pictures. And now we can see that a model was created. This model in its first version is using the model arts related automatic flow and is using the TensorFlow AI engine, which is planned to be used in this object detection scenario. So going back, and now we can go to the actual deployment. I already did this before, and we have a running model as a real-time service in a public cloud, in this case in our test environment. And we have an external availability of this. Now let's try if we can find Anbar in a picture. Yeah, nice. So with 91% accuracy, we are sure that we found Anbar. So that's it with my little demo. N'hésitez pas, après ce webinaire, évidemment, on peut faire la démo en live et l'adapter à vos besoins. On le fera avec plaisir. Donc, je redonne la parole à Guillaume. On arrive vers la conclusion du webinaire. Donc, l'IA et les entreprises en Europe, en conclusion. Guillaume, à toi la parole. Merci Christophe. Donc, on vient de voir dans la vidéo précédente comment, avec un service PaaS, on pouvait entraîner un modèle en lui donnant des images. Et après, une fois que ce modèle est entraîné, il nous permet de résoudre un problème qui était en l'occurrence reconnaître si un personnage était sur une image. Donc, pourquoi c'est important de rester dans un écosystème de confiance et ouvert, On vous a donné un exemple ici. C'est la problématique des biais en intelligence artificielle. Donc, les biais, c'est en fonction de la façon dont on a entraîné son algorithme, qu'on a construit son modèle, il peut y avoir des faux positifs.
On ne peut jamais les éviter à 100%. Mais c'est important d'en avoir connaissance et c'est important de pouvoir remodifier, réentraîner son modèle une fois qu'on a détecté des erreurs. C'est notamment ce qu'on fait dans le supervised learning, donc l'apprentissage supervisé, qui sous-entend qu'il y a un humain derrière qui aide l'IA à être meilleur. Et donc là, on voit, c'est un service PaaS dans lequel on ne peut pas faire de l'apprentissage, qui n'arrive pas à faire la différence entre un gâteau et un chiot. Donc voilà, c'est un sujet qu'on voulait vous montrer parce que c'est une des plus grandes problématiques de l'IA aujourd'hui. D'où l'importance de pouvoir réentraîner son modèle, surtout maintenant que l'IA qui était au début utilisée plus pour les utilisateurs finaux, dans des contextes un peu individuels, maintenant arrive vraiment dans le monde des grandes entreprises. Diapositive suivante, s'il te plaît. Autre sujet qui est important à nos yeux, qu'on voulait vous présenter dans cette conclusion, c'est que l'Union européenne est en train de travailler sur un nouveau cadre réglementaire autour de l'intelligence artificielle. Donc ce cadre réglementaire va arriver en fin d'année ou l'année prochaine. Vous pourrez trouver plus d'informations sur le lien ci-dessous. Mais en substance, dans les lois qui seront prochainement votées par la Commission européenne et après déployées dans tous les pays européens, il y aura des règles et des sujets à prendre en compte importants autour des données qu'on peut utiliser pour l'entraînement, la rétention des données, c'est-à-dire combien de temps on peut garder des données pour son IA pour l'apprentissage. Également, des critères de robustesse et de précision. Donc là, on parle un petit peu avec la supervision humaine, la problématique du biais qu'on vous a montré avant. Et ces exigences seront renforcées pour tout ce qui sera lié à l'identification biométrique à distance. Donc par biométrique, on entend empreinte digitale, iris par exemple. Voilà, pour le cadre réglementaire. Et donc c'est pour ça que chez T-Systems, on fait le choix d'utiliser toujours des clouds, des services et des plateformes, des services les plus ouverts possibles, notamment à nos clouds, notre cloud public Open Telecom Cloud, est basé sur l'OpenStack, sur des standards ouverts, car c'est ce qui nous permet, nous en tant qu'acteurs européens qui opèrent depuis l'Europe, de fournir un service périn dans le temps, ouvert, que vous pouvez facilement utiliser et qui ne vous verrouille pas. Ah pardon. Donc je reviens rapidement. Excusez-moi, mon micro a dû se couper. Donc c'est pour ça chez T-Systems, nos offres de cloud, nous les proposons, nous les construisons en utilisant les technologies les plus ouvertes possibles, que ce soit de l'OpenStack pour les services IaaS ou pour nos services PaaS. Nous opérons nos clouds dans l'Union européenne de façon à être compliant et respectueux du droit européen. Et on vous évite ainsi tout verrouillage technologique. On l'a vu, l'IA peut demander des capacités très importantes, notamment pour l'apprentissage. Et c'est pour ça que l'effet d'échelle est important et l'effet d'investissement est très important. Et nous faisons partie du club des plus de 100 000 cœurs, en l'occurrence 160 000, de façon à vous proposer les capacités de traitement que vous avez besoin quand vous voulez. Nous gérons le capacity provisioning. Et nous allons d'ailleurs étendre encore plus notre offre de cloud public en fin d'année, en ouvrant une nouvelle région avec d'autres zones de disponibilité. Merci Guillaume. Je vais laisser la parole à François pour une toute dernière slide avant de prendre vos questions. Il y en a quelques-unes qui sont arrivées. Allez-y, il y en a 4 pour l'instant, donc vous pouvez continuer à les poser. François, un mot de synthèse. Oui, synthèse. Alors tout d'abord, on aimerait que ça dure plus longtemps pour en savoir beaucoup plus. Voilà, donc j'espère qu'on aura l'occasion de reparler plus en détail des différentes typologies d'IA et de voilà comment on peut les aborder. Mais j'espère que vous aurez compris l'importance effectivement d'avoir
dans un monde compliqué où on doit jouer entre un cadre réglementaire, le respect des réglementations sur les données, le respect bien sûr de l'ensemble des législations, le fait aussi de ne pas être lié par du vendor locking sur différentes applicatifs ou technologies. Voilà, l'importance d'avoir un écosystème ouvert dans une branche finalement de l'informatique qui est une de celles où l'évolution est la plus rapide en termes d'outillage, en termes voilà, de capacité, mais aussi d'absence de normalisation aujourd'hui sur le marché. Donc voilà, c'est important de rester ouvert, à l'écoute de ce qui peut se faire, d'avoir un acteur qui puisse vous accompagner en ayant les capacités à la fois d'investissement sur ces nouvelles technologies et nouvelles capabilities, et puis de proposer, comme Guillaume le mentionnait, les bons services, que ce soit au niveau IaaS ou au niveau PaaS, pour vous permettre la plupart du temps d'essayer de rendre l'intelligence, enfin la mise en place d'un projet d'IA le plus fluide possible et le plus tourné vers les métiers, et que ça ne reste pas au niveau simplement de l'IT. Donc c'est ce qu'on essaie de faire à notre niveau. Merci François. Je lance un dernier sondage avant de prendre vos questions. Là, c'est d'abord nous qui vous posons quelques questions. Première question, est-ce que les technologies ouvertes et la législation européenne dont parlaient François et Guillaume sont importantes pour vos projets? Première question. Puis, deuxième question, avez-vous besoin d'aide pour la gestion, l'infogérance d'un ou plusieurs clouds publics? N'hésitez pas à répondre aussi à cette question. Je vous laisse un peu de temps et puis je vais aller regarder les questions qu'on a reçues dans le chat. Je laisse encore 30 secondes avant d'aborder les premières questions. Et j'ai une question liée au cadre réglementaire. Je crois que c'est François qui va pouvoir y répondre. Je laisse le sondage ouvert, comme ça vous pouvez y répondre pendant que les questions arrivent. Là, j'ai que trois réponses, donc on peut faire mieux. Je vous laisse continuer à y répondre. François, une question, je pense que tu peux y répondre. Une question par rapport, on a parlé de cadre réglementaire, et j'ai une question par rapport à Gaia-X, où la personne me dit, j'ai entendu parler du projet Gaia-X, projet franco-européen. Il me semble que tes systèmes en font partie. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? François? Oui. C'est encore mieux avec le micro. Très rapidement, parce qu'il faudrait un webinaire sur le sujet. Donc effectivement, Gaia-X, qui est une initiative germano-française à la base, et étendue au niveau européen, et accompagnée et reprise un petit peu par les instances de l'Union européenne, donc qui est aujourd'hui une initiative qui est encore, on va dire, sur les fonds baptismaux, qui va se concrétiser par la création d'une association qui va regrouper les principaux acteurs de Gaia-X à l'horizon de septembre-octobre. Et donc on verra les premiers éléments certainement à l'horizon 2021. Donc l'idée, c'est d'avoir effectivement pour simplifier, on va dire, une fédération de clouds européens qui puissent respecter l'ensemble des réglementations européennes en matière de protection des données en particulier, et qui puisse accélérer l'adoption de services cloud par l'ensemble des entreprises et des administrations au niveau européen. Donc très concrètement, ça passera très certainement par du brokerage de services, par une orchestration centrale, un catalogue de services centralisé, et des services en particulier autour de l'identity et access management qui deviendront communs à l'ensemble de ces plateformes, et un ensemble de normes et standards et réglementations de sécurité à adopter par l'ensemble des cloud providers. Mais l'idée, c'est que derrière, pour revenir au sujet qui nous intéresse, on puisse effectivement, au travers de ce cloud de cloud, faire travailler entre eux des modèles d'IA sur des clouds différents, voire s'échanger des modèles, des jeux de données de manière plus ou moins automatisée entre
entre des cloud providers, et je pense en particulier au monde de la recherche qui attend ça, qui est très impatient sur le sujet pour pouvoir étendre la notion de modèle et d'IA sur un monde véritablement multi-cloud au sens fédération de cloud. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je pense, a priori. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à reposer cette question, des compléments. J'ai une autre question, peut-être Guillaume, sur la possibilité d'organiser un POC, parce qu'on a parlé d'IA, des comités Télécom Cloud. Est-ce que chez nous, on peut organiser un POC? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Donc, c'est une très bonne question, merci. Donc oui, bien sûr. Vous pouvez très facilement nous contacter. Nous laissez votre email et on vous recontactera. Et on dispose de free vouchers qui vous permettent de tester par vous-même. Et on peut également vous faire des démonstrations sur notre cloud public. Si besoin, on peut également étudier avec vous. Si vous tireriez plus parti d'un IaaS ou d'un PaaS, et sur quel type de cloud, parce que nous avons également des partenariats très forts avec Azure et Google pour pouvoir faire des offres hybrides entre nos clouds publics et d'autres clouds. Donc n'hésitez pas, ça nous ferait très plaisir de vous faire des démonstrations et de travailler avec vous sur vos cas d'usage. Merci Guillaume. Je regarde si on a d'autres questions. Oui, on a une troisième. Max, question for you, I think. Donc, je l'ai dit en français, je vais en faire la traduction en anglais. Est-ce que, Max, tu peux nous en dire un peu plus sur le HPC et les supercalculateurs? Max, the question was about HPC and quantum computing. Can you give us just a little more information about that? For sure. As you have seen, it's a mix of two worlds. One is coming from the Open Telecom Cloud, or public cloud itself, which includes GPUs by NVIDIA, which includes high-performance servers with CPUs by Intel, which are able to be combined to one big systems. Here it's really state-of-the-art technology that can be used to have big HPC clusters to solve problems like the falling hair after making use of a specific shampoo, simulate cars if they crash, simulate air. And if these resources is enough, we are able to include a supercomputer. As mentioned, it is located in Stuttgart, so not directly within our cloud. And it's one of the top 10 supercomputer in the world, so one of the fastest systems that can be linked to the environment, to the customers, to do any kind of simulation in chemie, pharmaceutical, in healthcare, but as well in the automotive and other industry. It's open to anyone. And to expand in the future and go with the technology, we will extend by an external resources. It's currently in negotiation with a quantum annealer, so with the actual available quantum technology to provide there as well, as mentioned, during the next year, the possibility to take the next step into real quantum computing. Yeah, I guess it's quite interesting what's coming there in regards of latest technology. Okay, thank you, Max. Let me show if there is some other question. Il ne me semble pas. On a encore 5 minutes avant de terminer. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous invite. J'ai mis la dernière slide. On a écrit 2 livres blancs. Et d'ailleurs, Max est l'un des auteurs de ces livres blancs. Max, you worked on the 2 white papers. Donc, il y a 2 QR codes. N'hésitez pas à les scanner et vous arrivez directement sur la page de téléchargement de ces 2 livres blancs. Donc, vous recevrez de toute façon la présentation avec le webinaire si vous n'avez pas eu le temps de les scanner. Et je vois qu'en parallèle est arrivée une dernière question, donc je vais la prendre immédiatement. Et avant de partir du webinaire, je mettrai un dernier sondage, plutôt une enquête de satisfaction, savoir si le webinaire a répondu à vos attentes. Donc, merci d'y répondre, ça nous permet de nous améliorer et puis surtout de vous proposer un prochain webinaire qui répondra, j'espère, encore plus à vos attentes. Donc, la question,
que je viens de recevoir. Et vous, favorisez-vous plutôt le YAS ou le PASS, j'imagine, pour les projets d'intelligence artificielle. C'est vrai qu'effectivement, Guillaume a parlé des deux sujets. Donc, peut-être que Guillaume, tu peux compléter cette partie-là et répondre à la question. Oui, c'est une très bonne question. Donc, plutôt YAS ou PASS, eh bien, en fait, ça dépend de vos cas d'usage, de vos besoins. Si ce sont des données qui ne sont pas forcément trop confidentielles, ou pas, pour lesquelles qui ne sont pas forcément trop confidentielles, et qu'il s'agit d'un projet qui doit être exécuté rapidement, ça a du sens d'utiliser du PASS, parce qu'on gagne du temps. Par contre, si c'est un projet qui est un peu cœur business, qui va durer des années, sur lesquelles ces données sont vraiment votre savoir-faire et vous devez garder un contrôle, il vaut mieux utiliser du YAS, ce qui vous permettra de mieux comprendre les algorithmes que vous utilisez, mieux utiliser vos modèles et surtout pouvoir les améliorer dans le temps. Est-ce que ça répond à votre question? A priori, oui. Merci. La personne qui a posé la question nous a répondu. Et ben on arrive à la fin de ce webinaire. Si vous pouvez, merci, répondre au dernier sondage. Vous allez recevoir après ce webinaire un petit mail et en remerciement l'enregistrement du webinaire, donc vous pourrez à nouveau faire le replay. Et si vous avez besoin de la présentation, on peut aussi vous envoyer la version en PDF. Pour aller plus loin, il y a évidemment les 2 livres blancs. Et puis, si vous avez des projets concrets, si vous voulez qu'on organise des POC, comme Guillaume le mentionnait, ou qu'on parle un peu de l'état de l'art, de l'IA, du cloud, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez mes coordonnées, puisque c'est mon email qui a été utilisé pour les inscriptions. Donc, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Et donc, on aura d'autres webinars qu'on fera soit juillet, mais très certainement plutôt à la rentrée pour laisser passer un peu les congés de nos clients et du marché. Donc, tout début septembre, 2 webinars sont déjà programmés. Un webinar autour des plateformes cloud pour SAP, notamment une question que se posent beaucoup d'entreprises, comment migrer vers S/4HANA et sur quelle plateforme, cloud privé, cloud public, donc vaste débat. Et on parlera aussi à la fois d'un autre webinar sur la connectivité pour le multi-cloud. Il y a des nouvelles offres qu'on a lancées, donc pas mal de sujets, notamment une intervention d'une personne de chez Gartner qui intervient sur le sujet. Donc, beaucoup d'actualités pour la rentrée, donc continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et je me permettrai très certainement de vous envoyer une petite invitation pour ces prochains webinaires. N'ayant pas d'autres questions, je vous remercie. Je remercie nos 3 intervenants. Merci François. Merci Guillaume. Thank you very much, Max, for your time. And merci à toutes les personnes qui se sont connectées. À très bientôt. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.